Je m'appelle Victor, j'ai 34 ans, et ma propre mère vient de me laisser un message vocal me disant que j'étais définitivement coupé de la famille. Avant de vous raconter comment leur empire factice s'est effondré en seulement 48 heures, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Il était exactement 18h12 un jeudi soir pluvieux. Je me tenais dans un couloir de service stérile éclairé par des néons d'un immense hôpital privé du centre-ville. Je travaille comme agent de conformité médico-légale. Toute ma carrière est basée sur le fait de suivre où l'argent est censé aller, de découvrir où il est réellement allé, et de tenir les gens responsables lorsque ces deux choses ne correspondent pas. J'étais appuyé contre un mur froid en parpaing, une tasse à moitié vide de café terrible et éventé de la cafétéria dans ma main, regardant par la fenêtre tachée de pluie le parking gris en contrebas. Mon badge me pesait autour du cou. Cela avait été un audit épuisant de 14 heures. Puis mon téléphone a vibré dans ma poche. Une seule notification de nouveau message vocal est apparue à l'écran. C'était ma mère. J'ai appuyé sur lecture, m'attendant à la demande habituelle de réparer un contrat rompu ou de gérer une facture qu'ils avaient oublié de payer. Au lieu de cela, l'audio a légèrement grésillé et sa voix est passée. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la folie. C'était bien pire. C'était ce ton poli, glacial, trop articulé qu'elle réservait habituellement aux employés de commerce, aux serveurs et à toute autre personne qu'elle considérait comme étant entièrement en dessous d'elle. « Victor, dit-elle, sans salutation, sans chaleur. Tu es exclu. Ne nous contacte plus. Nous avançons sans toi. » Clic. Elle a raccroché. Juste comme ça, elle a rendu un verdict et est partie. Un concierge a poussé un lourd chariot de médicaments devant moi, les roues grinçant rythmiquement sur le sol en linoléum, complètement inconscient que ma famille venait de me jeter officiellement à la poubelle. Je n'ai pas pleuré. Ma poitrine ne s'est pas soulevée de chagrin. Je n'ai pas immédiatement essayé de la rappeler pour implorer le pardon. Je suis resté là, laissant le froid s'infiltrer dans mon dos depuis le mur. J'ai rejoué le message une deuxième fois, puis une troisième. J'avais besoin d'entendre clairement le pur mépris dans sa voix. J'avais besoin de l'entendre pour tuer la dernière partie de moi, pathétique et pleine d'espoir, qui pensait qu'ils pourraient réellement m'aimer pour qui j'étais plutôt que pour ce que mon compte en banque pouvait faire pour eux. Pendant plus d'une décennie, j'ai été le bouclier humain de ma famille. J'étais le gars qui réglait leurs urgences, signait leurs formulaires de garant, naviguait dans leurs problèmes juridiques et rendait leur vie financière chaotique respectable aux yeux du monde extérieur. La seconde même où j'ai posé une seule question inconfortable sur leurs dépenses. La seconde où j'ai cessé d'être un distributeur automatique pratique et silencieux, je suis devenu entièrement jetable. J'ai retiré mon téléphone de mon oreille. J'ai ouvert notre fil de discussion. J'ai fixé le curseur clignotant pendant un long moment. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je n'ai pas écrit un paragraphe pour me défendre. J'ai tapé un seul mot et j'ai appuyé sur envoyer, d'accord. Ma mère pensait qu'elle se débarrassait d'une déception. Elle pensait qu'elle établissait sa domination. Ce qu'elle ne réalisait pas dans son incroyable arrogance, c'est qu'elle venait de rompre les liens avec la seule personne qui maintenait ensemble les poutres structurelles de sa vie fantaisiste. Vous voyez, mes parents étaient en plein milieu d'un déménagement de luxe massif et de réduction de taille. Ils vendaient notre ancienne maison d'enfance et achetaient une maison de ville haut de gamme fermée au bord du lac. Ils s'étaient vantés auprès de leurs amis du club de campagne de ce nouveau chapitre pendant 6 mois. Ce qu'ils ont commodément omis de leurs histoires de riches mondains, c'est que la seule raison pour laquelle leur pré-relais existait était que j'avais accepté, contre mon meilleur jugement, de superviser la chaîne d'accès légal. Je maintenais l'autorisation partagée sur 2 comptes liés pour confirmer la source des fonds pour la société de titres. Sans mon crédit impeccable, ma vérification de salaire et mon indemnisation légale, leur énorme transaction immobilière n'était que du vent. S'ils me coupaient les ponts, je coupais la corde. Je me suis dirigé vers un banc d'attente à proximité, je me suis assis et j'ai ouvert mon ordinateur portable professionnel. Je me suis connecté au Wi-Fi sécurisé de l'hôpital. Je me suis connecté au portail bancaire privé. L'authentification à 2 facteurs a fait vibrer mon téléphone. J'ai tapé le code à 6 chiffres. Mes yeux ont parcouru l'écran jusqu'à ce que je trouve l'onglet d'autorisation partagée. Ma souris a plané au-dessus du bouton rouge qui disait « Révoquer toutes les autorisations ». Je n'ai pas hésité. J'ai cliqué dessus. L'écran s'est rafraîchi. Accès verrouillé. Les fonds du pré-relais ont été instantanément gelés.
Ensuite, j'ai ouvert mon client de messagerie. J'ai rédigé un message très court et très professionnel au coordinateur des titres en charge de leur nouvelle maison de ville. Je l'ai informé que je ne servais plus de contact de vérification pour le paquet de documents sources, avec effet immédiat, et que tous les documents portant ma signature numérique étaient officiellement annulés. Ensuite, j'ai envoyé un email à l'agent immobilier révoquant officiellement mon autorisation de communiquer sur la transaction. Enfin, j'ai envoyé une note au comptable de mes parents indiquant explicitement que ma chaîne de révision et ma clause d'indemnisation n'étaient plus attachées à aucune de leurs déclarations financières. J'ai fermé mon ordinateur portable. L'ensemble du processus a pris exactement 14 minutes. Pas de cris, pas de publications dramatiques sur les réseaux sociaux, pas de discours de vengeance, juste une série de retraits cliniques légaux de systèmes qui ne fonctionnaient que parce que mon nom y était. Je suis rentré chez moi, j'ai commandé une grande pizza pepperoni et j'ai dormi 8 heures complètes et ininterrompues pour la première fois depuis des mois. À 8 heures du matin le lendemain, la première fissure dans leur futur parfait s'est ouverte. La clôture de la maison de ville a été officiellement suspendue car la partie du vendeur a refusé de continuer sans la documentation vérifiée que je venais de retirer. À midi, l'entrepreneur en rénovation de l'ancienne maison a arrêté d'emballer les cartons car la confirmation de dépôt a été rejetée sèchement. Puis est venu le silence. Un silence lourd, anxieux et calculateur de ma famille. Ils étaient en train de comprendre. La paperasse avait cessé de bouger. 2 jours plus tard, le barrage a cédé. Je me suis réveillé, je me suis servi une tasse de café noir, j'ai regardé mon téléphone et j'ai vu les notifications s'empiler sur mon écran de verrouillage comme une machine à sous qui paie, 58 appels manqués. Pas 5, pas 8. 58. Mon père a laissé 3 messages vocaux avant le déjeuner. Victor, il y a eu un énorme malentendu. S'il te plaît, rappelle-moi tout de suite. Sa voix tremblait d'une sorte de panique pathétique. Le chat de groupe familial, qui était resté silencieux pendant des semaines, est soudainement devenu une zone de guerre de messages paniqués et accusateurs. Mais le message qui m'a réellement fait sourire est arrivé à 20h17 d'un numéro inconnu. C'était Carter, leur avocat immobilier cher et agressif. Victor, c'est Carter. Nous avons un problème sérieux. La transaction est complètement gelée. Rappelle-moi ce soir. J'ai fixé le texte. Un problème sérieux. Ces mots ont un tout autre impact quand ils viennent d'un homme qui facture $500 de l'heure. J'ai tapé ma réponse lentement, savourant chaque frappe. Profitez d'avancer. Vous avez dit ça en premier. Psych. J'ai jeté le téléphone sur mon canapé. Je savais exactement ce qui allait se passer ensuite. Mais pour comprendre pourquoi je les ai laissés brûler jusqu'à la lie, il faut comprendre l'incendie qu'ils ont allumé il y a 20 ans. Je ne me suis pas réveillé un matin en décidant d'être un mur de glace inébranlable envers mon propre sang. Ils ont construit ce mur, brique par brique épuisante pendant 2 décennies. Quand j'avais 18 ans, j'ai reçu ma lettre d'acceptation dans une université d'état solide et respectable. J'avais travaillé nuit et week-end dans un restaurant local gras pendant 2 ans, sentant les vieilles frites et l'eau de Javel, économisant chaque centime que je pouvais sur un compte joint que je partageais avec mon père. C'était mon fonds d'études. Je me souviens être assis à la table de la cuisine, déchirant l'enveloppe, ayant l'impression d'avoir enfin un moyen de sortir de la pression suffocante de ma maison. J'ai conduit à la banque le lendemain même pour transférer l'argent sur mon propre compte étudiant indépendant. J'ai tendu ma carte d'identité à la caissière. Elle a regardé son écran, a froncé les sourcils, a cliqué quelques fois avec sa souris, puis a refusé de me regarder dans les yeux. « Je suis désolé, Victor », a-t-elle dit, sa voix baissant jusqu'à un murmure. Ce compte a un solde disponible de $42. Je suis rentré chez moi si vite que mes mains étaient complètement engourdies à force de serrer le volant. J'ai trouvé mon père dans le garage, polissant calmement ses coûteux clubs de golf. J'ai exigé de savoir où était passé mon argent. Il n'a même pas eu la décence d'avoir honte ou de s'excuser. Il a juste soupiré, s'est frotté la nuque et m'a regardé comme si j'étais un inconvénient. Le magasin de quincaillerie a subi un coup dur ce trimestre, Victor. J'ai dû couvrir les salaires d'une manière ou d'une autre. C'est de l'argent familial. Nous faisons tous des sacrifices. Tu peux prendre des prêts étudiants comme tout le monde. Il a volé mon avenir pour couvrir ses mauvaises décisions commerciales. Et il a eu le culot d'appeler ça un sacrifice. Pendant ce temps, mon frère cadet Eli était l'enfant en or incontesté.
Ellie n'a jamais eu de fonds d'études parce qu'Ellie n'avait jamais l'intention d'aller à l'université et mes parents ne l'ont jamais poussée. Ellie voulait être entrepreneur. Quand Ellie a eu 19 ans, mes parents ont co-signé un prêt massif pour un tout nouveau camion surélevé dont ils n'avaient absolument pas besoin. Quand il l'a détruit 6 mois plus tard en grillant un feu rouge, ma mère a pleuré, l'a serré dans ses bras et a blâmé l'autre conducteur, même si le rapport de police indiquait clairement qu'Ellie envoyait des SMS. Je me suis débrouillé seul pour mes études. J'ai jonglé avec de lourds prêts étudiants et 3 emplois à temps partiel. Je dormais 4 heures par nuit. J'ai obtenu mon diplôme avec les meilleurs résultats de ma classe, j'ai obtenu mes qualifications et j'ai commencé à gravir les échelons de l'entreprise en matière de conformité médico-légale. Quand j'avais 26 ans, j'ai obtenu une promotion massive. Je gagnais enfin un salaire réel et substantiel. Je me suis acheté une montre décente, je suis allé seul dans un steakhouse et j'ai pensé que ma vie était enfin vraiment la mienne. 2 semaines plus tard, Ellie s'est présentée à mon immeuble. Il n'a pas frappé. Il est resté dans le couloir, l'air d'un chiot battu. Il avait complètement épuisé 3 cartes de crédit à taux d'intérêt élevé en essayant de lancer une entreprise de dropshipping de luxe qui a échoué spectaculairement. Les agents de recouvrement appelaient la maison de mes parents à toutes heures. Maman a dit que tu avais eu une grosse promotion, a murmuré Ellie, fixant mes chaussures, refusant d'établir un contact visuel. J'ai dit non. Je lui ai dit de grandir et de trouver un emploi. 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Ma mère a passé 1 heure entière à me crier dessus par le combiné. Elle m'a traité d'égoïste. Elle a dit que je détruisais la famille pour quelques milliers. Elle a pleuré d'un son aigu, perçant et théâtral qui m'a retourné l'estomac. C'est ton frère, a-t-elle gémi. Tu as tellement de choses, et tu ne peux même pas aider ton propre sang. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Nous t'avons tout donné. J'ai payé. J'ai viré l'argent, j'ai vidé la moitié de mes économies durement gagnées et j'ai remboursé la dette d'Ellie. Je me suis dit que c'était la toute dernière fois. Mais ce ne fut pas le cas. C'est devenu un système toxique profondément enraciné. Chaque fois que mes parents voulaient acheter quelque chose qu'ils ne pouvaient pas se permettre, ou chaque fois qu'Ellie ruinait son score de crédit, ils me regardaient. J'étais le responsable. J'étais le gars ennuyeux avec le salaire stable et l'excellent score de crédit. On s'attendait à ce que je sacrifie ma paix pour leur chaos. Il y a quelques années, je prenais une bière avec Nathan, un gars que je connaissais depuis le lycée. Nos familles étaient relativement proches. Je lui ai raconté comment mes parents m'avaient agressivement culpabilisé pour co-signer un contrat de location d'appartement de luxe pour Ellie parce que son crédit était si mauvais qu'aucun propriétaire ne voulait de lui. Nathan a pris une longue gorgée de sa bière et a haussé les épaules avec indifférence. C'est la famille, mon vieux. Tu n'en as qu'une. Il faut s'en occuper. Tu gagnes bien ta vie. Pourquoi tu te stresses pour ça? Je l'ai regardé, réalisant à cet instant précis que personne de l'extérieur ne voyait le piège dans lequel j'étais pris. Il ne voyait qu'un gars qui avait sa vie en ordre se plaindre d'aider sa pauvre famille en difficulté. Il ne voyait pas l'épuisement. Il ne voyait pas le pur droit sans excuse. Il ne voyait pas le chantage émotionnel. Au fil du temps, je suis devenu celui qui examinait les contrats complexes que mes parents refusaient de lire. Je corrigeais l'exposition fiscale qu'ils ignoraient. Je structurais des plans de paiement qu'ils ne pouvaient pas maintenir. Je traduisais les conséquences dures et impitoyables du monde réel en un langage doux qu'ils pouvaient confortablement ignorer. Ma mère n'a jamais respecté ma carrière. Elle pensait que la comptabilité et la conformité étaient incroyablement ennuyeuses et inférieures à ses cercles sociaux, mais elle adorait absolument l'isolement que ma carrière pouvait lui offrir. Alors, quand ils ont décidé de vendre la maison familiale et d'acheter une maison de ville de luxe au bord du lac qu'ils pouvaient à peine se permettre, il était tout à fait naturel pour eux d'exiger que je gère les prêts relais, les chaînes d'accès légales et les comptes séquestres. Il était naturel pour eux d'utiliser ma réputation financière impeccable pour soutenir leurs projets de vanité. Ils considéraient mon argent et mon nom comme leur héritage officieux. Ils s'attendaient à ma loyauté aveugle, mais ils ont oublié que la loyauté va dans les 2 sens. Et les messages vocaux de ma mère venaient de brûler le pont jusqu'à Lali. 48 heures après que j'ai retiré mon autorisation, les ondes de choc les ont frappées, et elles ont frappé avec la force d'un train de marchandises. Mon téléphone était un cauchemar vibrant et sonore. 58 appels manqués. Le chat de groupe familial, qui était resté silencieux pendant des semaines, est soudainement devenu une zone de guerre de textes paniqués et accusateurs.
Mon oncle Luc a appelé ensuite. Luc était le frère de mon père, un gars qui jouait toujours le rôle du sage pacificateur, mais qui voulait vraiment que tout le monde reste tranquille, pour ne pas avoir à gérer de drames inconfortables. J'ai laissé un message vocal. Victor. La voix de Luc a filtré par le haut-parleur une minute plus tard. Ton père a de fortes douleurs à la poitrine à cause de ça. Tu dois arrêter de faire des caprices et appeler le courtier immédiatement. Tu es complètement déraisonnable et tu blesses ta mère. Caprice, c'est ce qu'ils appelaient un homme de 34 ans exécutant un retrait légal pour protéger ses propres moyens de subsistance. Puis est venu Ryan, l'agent immobilier rusé qui s'occupait de l'achat de la maison de ville. Il m'a envoyé 4 SMS en 10 minutes. Victor, les vendeurs menacent de se retirer. Nous avons besoin de ta signature sur les formulaires de vérification avant 15 heures aujourd'hui où ils garderont l'argent de la compte. S'il te plaît, appelle-moi. C'est sérieux. J'ai bloqué le numéro de Ryan. J'avais déjà informé son bureau par écrit. Je n'étais plus son client. Ma responsabilité était nulle. Mais l'appel qui m'a vraiment glacé le sang est venu d'un numéro que je n'ai pas immédiatement reconnu. J'y ai répondu seulement parce que l'identifiant de l'appelant indiquait que c'était local. Bonjour, est-ce Victor? Une voix calme, très professionnelle a demandé. C'est Samuel, le représentant résidentiel des domaines d'Oakwood. Oakwood Estate était la maison de retraite ultra premium que ma mère avait fait visiter à ma grand-mère. Ma grand-mère était douce, souffrait d'une démence à un stade précoce et dépendait entièrement de mes parents pour sa garde et ses soins. Ma mère avait exhibé des brochures brillantes d'Oakwood à ses amis du country club pendant des semaines, se vantant de la piscine d'hydrothérapie intérieure, des chefs privés et du fait que seul le meilleur était acceptable pour sa mère. Oui, c'est Victor, dis-je, ma prise se resserrant sur le téléphone. J'appelle concernant l'accord de garde et de soins de votre grand-mère, dit Samuel avec prudence, choisissant ses mots avec une neutralité exercée. Nous avons reçu une notification automatisée indiquant que votre statut de garant financier a été révoqué. Je dois vous informer que sans votre soutien vérifié, la famille ne répond pas aux exigences de revenus de base pour la suite qu'ils ont réservée. Votre mère nous a assuré que le dépôt était entièrement garanti par vos comptes. Ma mâchoire s'est serrée si fort que mes dents me faisaient mal. Une vague de colère épaisse et chaude a envahi mon visage. Ma mère n'avait pas seulement utilisé mon nom pour la maison de ville. Elle avait activement utilisé mon soutien financier pour garantir une suite de luxe à ma grand-mère. Une suite qu'elle ne pouvait absolument pas se permettre seule, juste pour avoir l'air d'une fille riche et dévouée auprès de ses amis superficiels. Samuel, dis-je, gardant ma voix calme, ma mère n'a pas accès à mes comptes. Si elle a déclaré qu'elle l'avait, elle vous a menti. Je ne suis plus impliqué dans leur structure financière, à quelque titre que ce soit. Il y eut une lourde pause gênante à l'autre bout du fil. Je comprends, Victor. Merci pour la clarification. Nous devrons informer la famille que la réservation est annulée. Il a raccroché. Je me suis assis dans mon salon, le silence pesant sur mes oreilles. Il ne s'agissait plus seulement d'une maison de ville. Il jouait avec la situation physique de ma grand-mère. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Bien que j'ai révoqué leur accès à mes comptes, j'avais toujours un accès en lecture seul au fonds d'urgence joint que je partageais avec mon père. Celui que je l'avais forcé à créer il y a des années spécifiquement pour les soins médicaux de ma grand-mère et les éventuels frais funéraires à venir. Je ne l'avais pas consulté depuis 2 mois, lui faisant confiance pour le gérer. Je me suis connecté. Le solde était censé être de $40 000. L'écran a chargé. Le solde était de $1,200. Mon cœur martelait contre mes côtes. J'ai ouvert l'historique des transactions. Au cours des 6 dernières semaines, il y avait eu une série de retraits massifs. $5 000 ici, $8 000 là. Les descriptions étaient vagues, transfert vers chèque et Ellie. J'ai fouillé plus profondément. J'ai récupéré les numéros de routage et recoupé les identifiants des fournisseurs. Ellie avait complètement vidé le fonds médical d'urgence de ma grand-mère. Et à quoi l'avait-il utilisé? Une agence de location de voitures de luxe haut de gamme, un bijoutier de boutique, un complexe balnéaire en bord de mer à Miami. Ellie avait vidé le fonds médical d'une vieille femme pour louer une Porsche 911 et emmener sa nouvelle petite amie en vacances de luxe. Agissant comme si le compte joint était son fonds de caisse noire personnel, et mes parents l'avaient laissé faire. Pire encore,
mes parents savaient absolument qu'ils l'avaient fait, et leur grand plan était d'utiliser la vente de l'ancienne maison pour couvrir discrètement cela en utilisant mon prêt relais pour financer l'achat de la maison de ville en attendant. Ils jouaient à un jeu de coquilles massives illégales. Et lorsque le prêt relais a exigé ma stricte vérification, ma mère a paniqué. Au lieu de me dire la vérité, elle a essayé de me forcer à signer les papiers aveuglément. Et quand j'ai posé des questions la semaine dernière, elle m'a laissé ce message vocal me coupant les ponts, supposant que je céderais sous la menace d'abandon, comme je l'ai toujours fait. Ils n'étaient pas seulement financièrement analphabètes. Ils étaient dangereusement toxiques. J'ai fermé mon ordinateur portable. Mes mains tremblaient, non pas de tristesse, mais d'une rage pure et inaltérée. J'en avais entièrement fini de jouer la défense. Il était temps de passer à l'offensive. Le lendemain matin, je me suis assis dans un lourd fauteuil en cuir en face de Mathieu, mon thérapeute. Mathieu était un homme perspicace d'une cinquantaine d'années qui ne croyait pas à l'édulcoration. Je le voyais depuis 6 mois, me plaignant surtout d'épuisement professionnel et de fatigue chronique. Je lui ai exposé toute la laide situation, le message vocal, l'accès révoqué, le compte vidé, la Porsche louée, le mensonge de la maison de retraite. Mathieu a joint ses doigts et m'a regardé intensément. « Victor, comment te sens-tu en ce moment dans ton corps ? » « J'ai l'impression de regarder un énorme accident de train au ralenti, ai-je dit en me frottant les tempes. Et toute ma famille est dans le train, me criant de réparer les rails pendant qu'ils le conduisent activement vers le précipice. Il te saigne à blanc, dit Mathieu sans détour. Financièrement, émotionnellement, psychologiquement. Le message vocal de ta mère n'était pas un rejet. C'était une tactique de négociation calculée. Elle t'a coupé les ponts parce qu'elle s'attendait à ce que tu paniques, que tu intériorises la culpabilité et que tu reviennes en rampant, désireux de prouver ta valeur en réglant leurs problèmes. Je ne l'ai pas fait, dis-je. Non, tu ne l'as pas fait. Mathieu a légèrement souri. Tu as établi une limite ferme, et les systèmes toxiques rejettent violemment les limites. La question est, que vas-tu faire maintenant? Je ne sais pas, ai-je admis. Rester silencieux. Les laisser se ruiner. Changer mon numéro. Mathieu s'est penché en avant, ses yeux fixés sur les miens. Le silence protège l'agresseur, Victor. Ils ont passé toute ta vie à contrôler le récit. Ils ont volé ton fonds d'études et l'ont appelé un sacrifice. Ils ont soutenu Ellie et l'ont appelé de l'amour. Si tu restes silencieux maintenant, ta mère va manipuler ça. Elle fera de toi le méchant aux yeux de tous ceux qu'elle connaît. Tu dois te protéger avec des faits indéniables. J'ai quitté son bureau, sentant une étrange clarté froide m'envahir. Je suis rentré chez moi et j'ai immédiatement commencé à créer un classeur physique. Je suis un agent de conformité. La documentation est ma religion. J'ai tout imprimé, la transcription du message vocal horodaté, les emails à la société de titres et au courtier, le message de l'avocat immobilier, Carter, les relevés bancaires montrant les retraits d'Ellie à l'agence de location de voitures de luxe. J'ai tout mis dans des pochettes en plastique transparentes, en les organisant chronologiquement. J'étais assis sur le sol de mon salon, entouré de papier, lorsque mon ordinateur portable a sonné bruyamment avec une nouvelle notification de mail. C'était un message transféré d'une femme nommée Sarah. Sarah était une ancienne cliente d'entreprise à moi qui siégeait au conseil d'administration d'une association caritative locale de soins aux personnes âgées très respectée. Ma mère faisait également partie de ce comité. Elle adorait absolument le prestige social de côtoyer l'élite locale. La note de Sarah en haut disait simplement « J'ai pensé que tu devrais voir ça. Je suis tellement désolé, Victor. Fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. » J'ai ouvert le PDF joint. C'était une élégante invitation gaufrée en or à un gala caritatif exclusif et très cher. L'hôtesse, ma mère, Patricia. Le lieu, le conservatoire historique du centre-ville. Mais c'est la description de l'événement imprimée sur la deuxième page qui a fait monter dangereusement ma tension artérielle. Rejoignez Patricia pour une soirée de générosité profonde. En tant que mère dévouée et soignante, Patricia comprend le lourd fardeau des soins aux personnes âgées. Elle a récemment assumé l'entière responsabilité de la transition de sa mère vieillissante. Naviguant seule dans cette période difficile après que son fils aîné ait tragiquement choisi le ressentiment plutôt que la responsabilité familiale, abandonnant ses obligations financières. Je l'ai lu 3 fois. Les mots se sont brouillés. Elle m'utilisait.
Elle utilisait activement mon retrait légal comme une histoire de malheur pour extorquer des dons à des mondains riches. Elle jouait la brave martyre, me dépeignant comme un monstre égoïste et utilisant de faux fonds, de l'argent qu'elle n'avait pas parce que l'affaire de la maison de ville était morte, pour promettre des parrainages à cette association caritative. Elle construisait un monument public à son propre ego sur les ruines de ma réputation. J'ai regardé la date sur l'invitation. Le gala avait lieu ce soir. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté mon téléphone contre le mur. Je suis entré dans ma chambre, j'ai ouvert mon placard et j'ai sorti mon meilleur costume gris anthracite sur mesure. J'ai méticuleusement repassé ma chemise blanche impeccable. J'ai ciré mes chaussures en cuir jusqu'à ce qu'elles ressemblent à du verre noir. J'ai pris une longue douche, laissant l'eau chaude brûlante couler sur mon dos. Je me sentais complètement détaché. Le fils effrayé et coupable, qui voulait toujours plaire à sa mère, était mort. Il est mort au moment exact où il a entendu ce message vocal. L'homme qui mettait le costume était un auditeur médico-légal qui venait de découvrir la fraude ultime. J'ai ramassé le classeur de preuves, l'ai glissé dans une élégante mallette en cuir rigide et j'ai attrapé les clés de ma voiture. Je n'allais plus les laisser contrôler le récit. J'allais leur donner exactement ce qu'ils avaient demandé. J'allais me présenter à la fête. Le conservatoire du centre-ville était un dôme de verre et d'acier immense et époustouflant, rempli de verdure hivernale exotique, d'orchidées en fleurs et de guirlandes lumineuses douces. Il sentait le parfum cher, les côtes de bœuf rôti et l'argent ancien. Des serveurs en chemise blanche impeccables circulaient sans effort, portant des plateaux d'argent de champagne et d'amuse-gueule. J'ai passé le vestiaire, ma mallette en cuir lourde et solide dans ma main droite. Personne ne m'a arrêté. J'étais habillé parfaitement pour la salle. J'y avais ma place autant que quiconque. Je me suis tenu près du bord d'une immense fontaine en pierre intérieure et j'ai balayé du regard la salle bondée. Il n'a pas fallu longtemps pour les repérer. Ma mère tenait la cour près du centre de la salle, vêtue d'une magnifique robe de soirée bleu marine, clairement coûteuse. Mon père se tenait légèrement derrière elle, tenant un verre de scotch, regardant nerveusement autour de la salle. Ellie était là aussi, portant une veste de dîner en velours, riant bruyamment avec un groupe de jeunes femmes, agissant comme un playboy milliardaire plutôt que comme un gamin fauché conduisant une Porsche louée. J'ai commencé à marcher vers eux, mais pas stable et délibéré. Ma mère m'a vu la première. Elle était en plein milieu d'une phrase quand ses yeux ont croisé les miens. Son sourire s'est figé instantanément. La couleur a quitté son visage si vite qu'elle a eu l'air malade. Elle avait l'air d'avoir vu un fantôme sortir tout droit d'une tombe. Elle s'est rapidement excusée auprès du groupe de donateurs et a marché vers moi, ses talons claquant agressivement sur le sol en pierre polie. Mon père et Ellie ont remarqué le changement dans son attitude et l'ont rapidement suivi, formant un mur défensif devant moi. Elle s'est arrêtée exactement à 60 cm de moi. Sa mâchoire était serrée et une veine visible pulsait sur le côté de son cou. « Qu'est-ce que tu fous ici » a-t-elle sifflé, gardant sa voix basse pour que les invités environnants n'entendent pas. « Bonjour, maman » ai-je dit calmement. Je n'ai pas rompu le contact visuel. « Je t'ai dit de ne plus jamais nous contacter » a-t-elle murmuré férocement, ses yeux fuyants. « Sors. Sors avant que j'appelle la sécurité et qu'on ne te jette dehors. »« C'est vrai » ai-je acquiescé calmement. « Mais vous avez ensuite envoyé une invitation à la moitié de la ville, prétendant que je vous avais abandonné, vous et grand-mère. J'ai juste pensé que je devrais me présenter et corriger le tir en personne, d'autant plus que vous vous engagez actuellement à donner 50 000 $ à cette œuvre de bienfaisance. Argent qui, à la date d'hier, n'existe absolument pas. » Mon père a fait un pas en avant. Son visage est devenu rouge de colère. « Victor, arrête tout de suite. Ce n'est ni le moment ni le lieu pour un différend familial. Tu nous fais honte. » « Vous faire honte ?» J'ai levé un sourcil, ma voix ferme. « Vous vous êtes fait honte vous-même lorsque vous avez laissé Ellie vider le fonds médical de grand-mère pour louer une voiture de sport. » La tête d'Ellie s'est violemment rejetée en arrière. Il a regardé autour de lui avec fureur pour voir si quelqu'un avait entendu. « Tais-toi, mec » a-t-il marmonné, s'approchant de moi. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. »« Je sais exactement de quoi je parle » ai-je dit, ma voix s'élevant juste assez pour fendre proprement le bruit ambiant de la pièce. Les têtes ont commencé à tourner. Les conversations proches se sont brusquement arrêtées. Je sais que l'affaire de la maison de ville a échoué hier parce que j'ai retiré ma vérification financière.
Je sais que les domaines d'Oakwood ont annulé la réservation de grand-mère parce que vous n'avez absolument pas d'argent pour la payer. Baisse la voix, a claqué ma mère, les yeux écarquillés par une panique authentique et totale. Mais il était trop tard. L'agitation avait attiré le mauvais type d'attention. David, le président du conseil d'administration de l'œuvre de bienfaisance, un homme avec de profondes poches, une influence massive et une tolérance zéro pour la fraude, est sorti de la foule. C'était un homme grand et imposant d'une 60aine d'années. Y a-t-il un problème ici, Patricia, a demandé David, ses yeux vifs allant de moi à ma mère. Ma mère a instantanément affiché un faux sourire tremblant. David, non, aucun problème du tout. C'est juste mon fils, Victor. Il traverse une période émotionnellement très difficile. Nous lui demandions juste de partir pour qu'il ne fasse pas de scène. Elle était si incroyablement douée pour ça, sans manquer une seconde. Elle jouait la victime parfaitement. Mais j'étais prêt. J'ai ouvert les fermoirs en laiton de ma mallette. En fait, David, ai-je dit, sortant l'épaisse pile de papier. Mon état émotionnel est tout à fait bon. Mon état financier est encore meilleur, étant donné que je viens de me dégager d'une fraude massive et coordonnée. Fraude. Les sourcils de David se sont levés. Ma mère s'est précipitée pour me prendre les papiers des mains, mais j'ai reculé doucement hors de sa portée. Patricia a utilisé un prêt relais garanti par mes actifs pour promettre des dons ce soir, ai-je dit à David, lui tendant le document supérieur. Elle a omis de mentionner que j'ai légalement révoqué toutes les autorisations il y a 48 heures après qu'elle m'ait laissé un message vocal me coupant officiellement de la famille. La vente de la maison de ville est morte. Ils n'ont aucune liquidité. En fait, son plus jeune fils vient de vider leur réserve médicale d'urgence pour louer une Porsche. Le silence dans le conservatoire était assourdissant. On aurait pu entendre une épingle tomber sur le sol en pierre. David a baissé les yeux sur le document. C'était la notification officielle de la société de titres confirmant l'annulation du compte séquestre. Il a levé les yeux, son expression durcissant en un dégoût absolu. Patricia, a dit David, sa voix résonnant clairement dans la pièce silencieuse. Aviez-vous l'intention d'utiliser cette œuvre de bienfaisance pour blanchir un faux statut social alors que votre propre mère est en train de perdre son établissement de soins? Ma mère a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Elle a regardé mon père pour obtenir de l'aide, mais il fixait le sol, complètement vaincu. Ellie avait l'air de vouloir s'enfuir et se cacher. C'est une affaire de famille privée, ma mère a finalement réussi à étouffer, les larmes aux yeux. Pas quand vous le mettez sur notre papier à en-tête officielle. Ça ne l'est pas, a dit David froidement. Je pense qu'il est préférable que votre famille parte immédiatement et ne s'attende pas à rester au comité. Je suis resté là et j'ai regardé l'empire factice brûler. J'ai regardé la précieuse position sociale de ma mère se transformer en cendres absolues devant les personnes les plus importantes de sa vie. C'est un moment qui a tout changé, quand j'ai enfin repris le contrôle de ma vie. Merci de votre patience d'être arrivé jusqu'ici. Vous êtes incroyable. Veuillez m'aider en aimant la vidéo et en laissant un commentaire avec le numéro ainsi dessous pour que je sache que vous avez été avec moi jusqu'à présent. Cela aidera non seulement plus de personnes à trouver cette histoire, mais me fera également savoir que mes expériences sont significatives pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage. J'ai refermé ma mallette. Je n'ai pas dit un mot de plus à mes parents. Je me suis retourné et je suis sorti du conservatoire. Alors que je sentais l'air frais de la nuit dehors, j'ai pris une profonde et purificatrice inspiration. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti complètement, absolument libre. Les retombées du gala ont été absolues, brutales et incroyablement rapides. Je n'ai pas eu de nouvelles de ma famille pendant 3 jours entiers. J'imagine qu'ils étaient trop occupés à éteindre les énormes incendies que j'avais publiquement exposés pour se soucier de me crier dessus. Mais une semaine plus tard, j'ai reçu un SMS de mon père. Nous sommes à l'ancienne maison en train de faire les cartons. Nous avons besoin de te parler. S'il te plaît, Victor. Juste 1 heure. J'ai failli ne pas y aller. Je n'avais plus aucune obligation légale ou morale envers eux. Mais une petite partie de moi avait besoin de voir ça. J'avais besoin de voir la sombre réalité de leurs conséquences pour refermer complètement la porte et passer à autre chose dans ma vie. J'ai conduit jusqu'à ma maison d'enfance un triste samedi après-midi. La pelouse était envahie. Il y avait un camion de déménagement loué garé dans l'allée,
mais personne ne le chargeait activement. Je suis entré par la porte d'entrée sans frapper. La maison était à moitié emballée, un désordre chaotique et déprimant de cartons, de papier bulle et de murs nus. Elle ressemblait exactement à leur vie, désorganisée, vide et en train de s'effondrer. Mes parents et Ellie étaient assis autour de la table de la cuisine. Ils avaient l'air complètement épuisés. Mon père avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une semaine. Ma mère avait des cernes sous les yeux, dépouillée de tout son maquillage habituel et de son arrogance écrasante. Je me tenais sur le seuil. Je ne me suis pas assis. Vous avez exactement 1 heure, ai-je dit. Mon père s'est raclé la gorge nerveusement. Victor, les choses ont très mal tourné. L'affaire de la maison de ville est complètement morte. Les acheteurs de cette maison ont découvert que nous étions désespérés et ils ont exigé un crédit de réparation massif, réduisant effectivement leur offre de 50 000 $. Nous sommes complètement à découvert. Et l'œuvre de bienfaisance, ai-je demandé, ma voix dénuée de sympathie. Ma mère a tressailli comme si je l'avais frappée. David m'a formellement forcé à démissionner, a-t-elle murmuré. Je ne peux plus me montrer au club. Tout le monde sait. Bien, ai-je dit sèchement. Les actions ont des conséquences. Ellie a claqué sa main sur la table, rompant son silence. Tu as tout gâché. Tu nous as humiliés devant tout le monde. Si tu avais juste signé les fichus papiers comme tu devais le faire, rien de tout cela ne serait arrivé. J'ai regardé mon jeune frère, ne ressentant que du mépris. Si j'avais signé les papiers, je serais légalement responsable de la dette massive que tu as créée en louant une Porsche pour impressionner une fille qui t'a probablement déjà largué. Le visage d'Ellie est devenu rouge vif. Il a détourné le regard, confirmant mes soupçons. C'est pourquoi nous t'avons demandé de venir ici, a dit ma mère, sa voix tremblant légèrement. Elle m'a regardé, et j'ai vu la vieille lueur manipulatrice revenir dans ses yeux pendant une fraction de seconde. Nous avons parlé à Carter, l'avocat. Il y a un moyen de réparer cela, de sauver la maison et de nous éviter le tribunal. Je ne signe rien, les jeux avertis immédiatement. Tu n'as pas à signer un nouveau prêt. Mon père a sauté, parlant rapidement. Nous savons que tu prévoyais d'acheter ce condo du centre-ville le mois prochain. Tu as la compte en espèces. Je les ai fixés. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Vous avez complètement perdu la tête? Victor, s'il te plaît, écoute la raison, a plaidé ma mère, se levant et tendant la main vers moi. C'était ça, le coup de théâtre écœurant ultime. Même après tout, même après l'humiliation publique, même après la destruction complète de leur vie, ils s'attendaient encore à ce que je sacrifie ma propre vie pour les sauver. Ils voulaient que j'annule mon propre chez-moi, mon sanctuaire, pour payer la location de voitures de luxe d'Ellie. Ils essayaient littéralement de tenir leur mariage en otage pour me culpabiliser et me soumettre. J'ai regardé ma mère. J'ai regardé mon père. J'ai regardé l'enfant en or. Je ne me sentais plus en colère. Je ressentais juste une pitié profonde et accablante. Vous ne comprenez vraiment pas, n'est-ce pas, dis-je doucement. Comprendre quoi, a demandé mon père confus. Je ne suis pas une personne pour vous, dis-je. Je ne l'ai jamais été. Je suis une police d'assurance. Je suis un compte bancaire. Je suis celui qui nettoie le désordre. Vous ne m'avez pas invité ici pour vous excuser. Vous m'avez invité ici pour demander mon argent. Ce n'est pas vrai, a crié ma mère. Si, c'est vrai, dis-je, ma voix durcissant comme de l'acier. Vous m'avez dit de ne plus jamais vous contacter. Et je vais enfin exaucer votre souhait. Victor, tu ne peux pas faire ça, a hurlé mon père, se levant, son visage redevenu rouge. Et ta grand-mère? Si nous perdons la maison, où ira-t-elle? C'était la manipulation finale, utilisant une vieille femme innocente et malade pour me piéger. Je m'en suis déjà occupé, dis-je. Ils se sont figés. Quoi, a demandé ma mère, sa voix tombant jusqu'à un murmure. J'ai rencontré une assistante sociale de l'État il y a 3 jours, ai-je expliqué, les regardant s'effondrer. J'ai fourni des preuves irréfutables de votre insolvabilité financière. J'ai obtenu une curatelle médicale d'urgence pour grand-mère. Elle a été transférée ce matin dans un établissement propre, sûr et financé par l'État. Il n'y a pas de chef privé ni de piscine d'hydrothérapie intérieure, mais elle est en sécurité. Et plus important encore,
ces soins sont légalement séparés de votre faillite imminente. Ma mère a poussé un son qui était moitié cri, moitié sanglot. Tu as volé ma mère. Je l'ai sauvée de vous, ai-je corrigé froidement. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte d'entrée. Victor, a hurlé mon père, sa voix résonnant dans le couloir vide. Si tu sors par cette porte, tu es mort pour nous. Nous appellerons l'avocat. Tu m'entends? Je me suis arrêté, la main sur la poignée de porte. J'ai regardé une dernière fois par-dessus mon épaule le pathétique naufrage de ma famille. Vous êtes mort pour moi au moment exact où j'ai entendu ce message vocal, ai-je dit. Profitez d'avancer. Psich. J'ai ouvert la porte, je suis sorti sous le soleil éclatant et je l'ai refermée fermement derrière moi. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur et je suis parti. Je n'ai pas regardé une seule fois dans le rétroviseur. 3 mois se sont écoulés. 90 jours de silence absolu et ininterrompu. Si vous avez déjà été l'amortisseur émotionnel et financier d'une famille très toxique, vous savez exactement ce que ressent ce premier mois sans contact. Ce n'est pas une victoire immédiate. C'est terrifiant. C'est comme marcher sur un lac gelé, attendant constamment que la glace se fissure sous vos bottes. Pendant les premières semaines, j'ai continué à attendre le coup de grâce. Chaque fois que mon téléphone vibrait avec un numéro inconnu, mon rythme cardiaque augmentait instantanément. Je m'attendais à ce que ce soit leur avocat immobilier agressif me menaçant d'un procès frivole. Je m'attendais à ce que ce soit un nouveau collecteur de dettes agressif essayant de retrouver Ellie parce qu'il avait utilisé mon numéro de sécurité sociale comme référence. J'ai continué à attendre les cris, les voyages de culpabilité larmoyants, l'inévitable urgence fabriquée que seul moi était censé pouvoir régler. Mais mon téléphone n'a jamais sonné avec leur drame. L'urgence n'est jamais arrivée à ma porte car pour la première fois de toute ma vie d'adulte, ma porte était fermement, légalement et définitivement verrouillée pour eux. Je n'ai pas eu à chercher activement des informations sur ce qui est arrivé à l'empire de mensonges qu'ils ont essayé de construire. Dans une ville comme la nôtre, lorsqu'une famille éminente dont toute l'existence repose sur un faux prestige social s'effondre publiquement, les commérages voyagent plus vite qu'un feu de brousse dans des broussailles sèches. J'ai entendu les détails sinistres par le bouche à oreille, principalement par des SMS tard le soir et des petits déjeuners gênants dans un restaurant avec mon oncle Luc. Luc s'était soudainement retrouvé comme la nouvelle cible réticente des plaintes amères et interminables de mes parents, et il avait désespérément besoin de quelqu'un à qui se confier. L'affaire de la maison de ville de luxe au bord du lac n'a pas seulement échoué. Elle a explosé en un désordre juridique spectaculaire. Les vendeurs étaient absolument furieux que leur temps ait été gaspillé et que leur propre calendrier de déménagement ait été gravement retardé. Ils ont refusé de signer une libération mutuelle. Ils ont gardé l'énorme acompte que mes parents avaient rassemblé avec peine. Carter, l'avocat coûteux qui m'avait agressivement envoyé un SMS cette nuit-là pour exiger que je règle tout, a officiellement abandonné mes parents comme clients au moment exact où le chèque de provision de mon père a été rejeté. Les avocats ne travaillent pas pour la visibilité, et ils ne travaillent certainement pas pour des gens qui mentent sur leur liquidité. Les acheteurs de notre ancienne maison d'enfance, celle que mes parents essayaient désespérément de vendre pour masquer leurs traces, se sont complètement retirés. Lors d'une inspection de suivi de routine, les acheteurs ont découvert de profonds problèmes structurels et d'importants dégâts des eaux dans les fondations que mon père ignorait complètement depuis une décennie. Mes parents ont été contraints de remettre la maison en vente, cette fois avec toutes les informations, à une fraction massive du prix de vente initial. Ils étaient complètement à découvert sur l'hypothèque. L'oncle Luc m'a dit que le stress était si intense dans cette maison à moitié vide et misérable que mes parents se criaient le mot « divorce » tous les soirs. Ma mère a amèrement reproché à mon père sa série d'entreprises ratées de les avoir mis dans cette situation. Mon père a reproché avec colère à ma mère son obsession implacable de paraître riche devant des gens qui ne se souciaient pas vraiment d'elle. Naturellement, aucun d'eux ne s'est blâmé pour l'avidité et le sentiment de droit qui les ont fait chuter. Mais le coup le plus dur a frappé exactement là où il devait, sur la position sociale fragile et soigneusement cultivée de ma mère. David, le président de l'œuvre de bienfaisance pour les personnes âgées, n'a pas seulement forcé ma mère à démissionner discrètement du conseil. Il s'est assuré que chaque membre éminent de leur country club sache exactement pourquoi elle était partie. Elle est passée du statut de riche mondaine philanthrope organisant des galas extravagants à celui de paria social total en l'espace d'une seule semaine. Les femmes riches qu'elle avait passé 20 ans à essayer désespérément d'impressionner ont soudainement cessé de répondre à ses appels. Ses invitations à déjeuner ont été poliment refusées ou entièrement ignorées.
Elle a été complètement exilée du seul monde qui comptait pour elle. Elle a perdu la seule monnaie qu'elle valorisait vraiment, l'envie des autres. Et puis il y a eu Ellie, mon frère, l'enfant en or, l'aspirant entrepreneur qui pensait honnêtement pouvoir traiter le fonds médical d'urgence de notre grand-mère comme son propre héritage personnel. Sans mon salaire stable et mon historique de crédit impeccable pour servir de filet de sécurité invisible, la dure réalité du monde réel l'a frappé comme un mur de béton. L'agence de location de voitures de luxe a rapidement réalisé que le compte joint sur lequel il puisait ses paiements mensuels était complètement vide. 3 semaines après le gala de charité, une équipe de la Fourrière s'est présentée à son coûteux complexe d'appartements gardés. Il ne se souciait pas de ses vestes de dîner en velours ni de son esthétique Instagram soignée. Ils ont accroché cette Porsche 911 louée juste devant sa place de parking réservée en plein jour et sont partis. Sa nouvelle petite amie, celle qu'il avait fièrement traînée dans un complexe balnéaire à Miami en utilisant de l'argent volé, a fait ses bagages de marque et l'a quitté le lendemain matin. Ellie a été expulsée 1 mois plus tard après avoir manqué de payer le loyer 2 fois de suite. Il a dû emballer ses vêtements restants dans des sacs poubelles et retourner vivre dans la maison d'enfance en ruine et invendue avec mes parents misérables. Les 3 d'entre eux étaient maintenant piégés dans une prison exiguë et tendue de leur propre fabrication, se regardant sans personne d'autre à blâmer qu'eux-mêmes. Mon père, un homme qui avait passé toute sa vie d'adulte à projeter l'image d'un homme d'affaires prospère et à mépriser le travail manuel, a finalement dû ravaler sa fierté monumentale. Pour arrêter le poids écrasant des avis de recouvrement et éviter que l'électricité ne soit coupée. Il a accepté un poste de gérant de rayon dans une grande chaîne de magasins de quincaillerie locaux. J'ai en fait passé devant le magasin une fois en me rendant à une réunion de clients et je l'ai vu debout sur le quai de chargement. Il portait un gilet orange vif de l'entreprise, se disputant avec un chauffeur-livreur, l'air plus vieux et plus complètement vaincu que je ne l'avais jamais vu. Une partie de moi, le vieux Victor profondément conditionné à réparer leur douleur, a ressenti une brève et vive douleur de culpabilité dans ma poitrine. Mais je me suis rapidement rappelé la vérité. Je me suis rappelé que j'avais passé des années à faire 3 emplois terribles et épuisants juste pour payer mes études parce qu'il avait discrètement volé mon fonds d'études pour couvrir ses propres erreurs. Il n'était pas une victime des circonstances. Il subissait enfin, pour la première fois de sa vie, les conséquences naturelles de ses propres actions. Alors que leur empire factice brûlait jusqu'à la lie, je reconstruisais discrètement et méthodiquement mon monde réel. Je n'ai pas abandonné ma grand-mère. Je ne le ferai jamais. Elle était la seule victime véritablement innocente dans leur cirque chaotique de mensonges. Mais j'ai absolument refusé de laisser mes parents utiliser son bien-être comme un pion pour me faire chanter émotionnellement ou contrôler mes finances à nouveau. J'ai agi selon mes propres termes par l'intermédiaire de l'assistante sociale de l'État que j'avais contactée confidentiellement avant la confrontation finale. J'ai mis en place un arrangement de garde médicale permanent. C'était un processus juridique brutal et épuisant qui a nécessité des piles de documents, des déclarations sous serment et de multiples comparutions devant le tribunal. Mais en fournissant au juge des preuves documentées irréfutables de la négligence financière extrême de mes parents, plus précisément, le fait qu'Ellie ait vidé son compte d'urgence pendant que mes parents fermaient les yeux, a rendu la décision incontestable. Le tribunal a retiré le contrôle à mes parents, et j'ai obtenu la tutelle légale complète de ses soins et de son bien-être. Elle vivait maintenant dans un établissement financé par l'État. C'était modeste. Il n'y avait pas de chef privé, de comptoir en marbre dans les salles de bain, ni de luxueuses piscines d'hydrothérapie intérieure comme l'établissement au des stades dont ma mère s'était constamment vantée auprès de ses amis. Mais c'était impeccablement propre. Les infirmières et les aides-soignantes étaient incroyablement gentilles, patientes et très attentives aux résidents. L'établissement avait une belle et petite cour-jardin tranquille où les résidents pouvaient s'asseoir en toute sécurité au soleil de l'après-midi. Tous les dimanches matins, sans faute, je me rendais en banlieue pour lui rendre visite. Je lui apportais sa boîte de biscuits au beurre danois préférée et m'asseyais avec elle sur un banc vert dans le jardin. Sa démence lui faisait oublier beaucoup de choses. Parfois, elle pensait que j'étais mon père quand il était plus jeune. Parfois, elle ne connaissait pas du tout mon nom, mais elle souriait toujours chaleureusement quand je tenais sa main fragile. J'ai utilisé une partie importante de mon récent salaire de promotion pour améliorer discrètement sa situation de vie. J'ai payé pour qu'elle soit déplacée dans une chambre privée avec une meilleure vue sur le jardin. J'ai engagé un physiothérapeute privé pour qu'il vienne 3 fois par semaine afin de maintenir sa mobilité. J'ai fait tout cela directement par le service de facturation de l'établissement, en m'assurant que mon nom et mes comptes étaient solidement protégés. Mes parents n'avaient absolument aucun accès au compte, aucun mot à dire sur son traitement médical,
et aucune capacité à utiliser ces soins comme un accessoire pour leur position sociale. En fait, en raison de la décision de tutelle, il n'était légalement autorisé à lui rendre visite que pendant des heures strictement supervisées. Sans surprise, il faisait rarement le déplacement. L'établissement n'était pas assez glamour pour que ma mère y prenne des photos, et il n'y avait pas de public pour qu'elle puisse y jouer son rôle de fille dévouée et souffrante. Assis là sur ce banc de jardin avec ma grand-mère, la regardant rire d'un petit oiseau bleu se posant sur la clôture en bois, j'ai réalisé quelque chose d'incroyablement profond, prendre soin de sa famille. Ce n'est pas faire des chèques en blanc pour couvrir leur comportement toxique et destructeur. Ce n'est pas les protéger des conséquences de leur propre avidité. Le véritable soin, c'est protéger les personnes vraiment vulnérables de ceux qui les exploiteraient. J'avais enfin appris la différence, et cette connaissance m'a apporté une paix que je n'avais jamais connue. Tard à l'automne, l'air de la ville est devenu enfin vif et froid. Je me tenais seul au centre exact d'un salon spacieux et entièrement vide au 12e étage d'un immeuble de grande hauteur du centre-ville. D'immenses baies vitrées offraient une vue panoramique imprenable sur le skyline de la ville. Le ciel était d'un bleu clair et les bâtiments lointains scintillaient sous le soleil de l'après-midi. Je tenais une seule lourde clé en laiton dans la paume de ma main droite. Je venais de signer officiellement l'acte de propriété de mon condo. C'était exactement le même condo que mes parents m'avaient farouchement exigé d'annuler pour que je puisse prendre mon acompte en espèces et les sortir de leur faillite auto-infligée. J'ai marché lentement à travers les pièces silencieuses. L'odeur forte de la peinture fraîche et des parquets fraîchement polis remplissait l'air. Mes pas résonnaient sur les murs nus. J'ai signé l'énorme pile intimidante de documents de clôture à la société de titres entièrement seul ce matin-là. Il n'y avait pas de chat de groupe familial bourdonnant de félicitations enthousiastes ou d'émojis en forme de cœur. Il n'y avait pas de mère exigeant de venir immédiatement mesurer la chambre d'amis pour des rideaux qu'elle préférait. Il n'y avait pas de père demandant nonchalamment d'emprunter ma place de parking sécurisée de rechange pour ses amis golfeurs. Il n'y avait pas de frère m'envoyant un message pour me demander s'il pouvait dormir sur mon nouveau canapé en cuir pendant quelques semaines le temps qu'il se remette sur pied. Il n'y avait que moi, un stylo bleu propre, un titre de propriété parfaitement propre et un silence profond et lourd. Certaines personnes pourraient penser que ce genre de silence est profondément solitaire. Elles pourraient penser que se tenir dans un appartement vide sans famille à appeler est une tragédie. Mais pour moi, écoutant le doux bourdonnement de la ville à travers l'épaisse vitre, cela ressemblait à une victoire méritée. Cela ressemblait à une paix absolue et intouchable. Les gens pensent souvent que la vengeance doit être incroyablement cinématographique. Les films nous entraînent à penser qu'elle nécessite des disputes à grands cris sous une pluie battante, une ruine publique spectaculaire, des bagarres physiques, ou l'énoncé d'une phrase percutante et dévastatrice sous les lustres en cristal d'un gala de charité mondain. Et je l'admets, exposer la fraude au conservatoire devant David et le conseil d'administration a été incroyablement satisfaisant à ce moment précis et intense. Ce fut un soulagement de décennies de pression. Mais la vraie vengeance, le genre de vengeance qui guérit réellement votre âme et vous permet de dormir 8 heures par nuit. Elle ne ressemble pas à une scène de film. Elle ressemble à une documentation ennuyeuse et méticuleuse. Elle ressemble à l'établissement de limites fermes et intransigeantes et à leur application sans culpabilité. Elle ressemble au refus absolu de garder ses ennemis au chaud simplement parce qu'ils partagent votre nom de famille ou votre ADN. Parfois, la vengeance la plus profonde et la plus dévastatrice que vous puissiez exercer sur des personnes toxiques est simplement de vous écarter. C'est de vous retirer de la ligne de mire et de les laisser expérimenter le poids écrasant d'une vie qu'ils ont entièrement construite sur votre loyauté impayée et votre travail non apprécié. Mes parents et mon frère ont passé des années à me traiter comme un distributeur automatique sans émotion. Ils me traitaient comme une police d'assurance garantie, un bouclier humain contre les dures réalités du monde réel. Ils exigeaient agressivement mon respect, mon argent et mon temps sans jamais offrir en retour une once de véritable attention. Ils ont pleuré la perte de mon portefeuille, mais ils n'ont jamais pleuré la perte de leur fils. D'une certaine manière, couper les ponts a ressemblé à assister à des funérailles. Pas des funérailles littérales avec un cercueil et des fleurs, mais le deuil émotionnel de la famille que j'ai toujours voulu, mais que je n'ai jamais vraiment eu. J'ai dû enterrer l'espoir que ma mère me regarderait un jour avec une fierté authentique au lieu d'un calcul. J'ai dû enterrer l'espoir que mon père interviendrait et me protégerait. J'ai dû faire le deuil de l'illusion de ma famille pour pouvoir enfin embrasser la réalité de ma propre vie. Lorsque ma mère m'a dit de ne plus jamais les contacter dans ce message vocal, elle pensait vraiment qu'elle me punissait. Elle pensait que je me briserais en 1000 morceaux.
Elle pensait que la menace d'isolement me forcerait à mendier ma place dans la hiérarchie juste en dessous d'Ellie. Au lieu de cela, je leur ai donné exactement ce qu'ils avaient demandé. J'ai avancé. Je les ai laissés vivre dans le monde exact qu'ils avaient créé, complètement dépourvus de mon aide, de mon salaire et de mes solutions. J'ai marché jusqu'à l'immense fenêtre de mon nouveau condo et j'ai appuyé ma main à plat contre la vitre froide. En regardant les petites voitures animées circuler dans la ville en contrebas, j'ai pris une profonde et lente inspiration. Ma poitrine ne me serrait plus. La fatigue chronique et lourde qui avait hanté mes os pendant plus d'une décennie avait complètement disparu. J'avais 34 ans et pour la toute première fois depuis mon adolescence, lorsque je remettais mes paix de restaurant, ma vie m'appartenait entièrement. Si vous regardez cette vidéo en ce moment et que vous vous reconnaissez dans cette histoire, si vous êtes la personne de votre famille qui règle toujours les problèmes, qui sacrifie toujours sa propre paix pour maintenir la paix toxique des autres, qui absorbe silencieusement les coûts financiers pour éviter que le bateau ne tangue. Écoutez-moi maintenant, vous ne devez à personne votre propre destruction simplement parce que vous partagez le même sang. Cette histoire n'est pas seulement un conte dramatique et divertissant sur un accord immobilier ruiné ou un gala de charité mondain annulé. C'est un regard dur et incroyablement réaliste sur les mécanismes de l'abus financier et émotionnel au sein des dynamiques familiales. On nous enseigne souvent que l'abus doit être physique ou explicitement violent verbalement pour être réel. Mais l'abus ne ressemble pas toujours à des cris. Parfois, il ressemble à un parent qui vole discrètement le fonds d'études d'un adolescent pour couvrir une perte commerciale et le manipule pour qu'il appelle cela un sacrifice familial. Il ressemble à un frère ou une sœur qui utilise les larmes et la culpabilité comme une arme pour siphonner vos économies durement gagnées tout en refusant de travailler. Il ressemble à être implicitement répété encore et encore que votre utilité pour la famille est le seul prix acceptable pour votre appartenance. La plus grande leçon que j'ai apprise lors de ce voyage douloureux, et celle que j'espère désespérément que vous retiendrez de mon expérience aujourd'hui, est qu'établir une limite ferme n'est jamais un acte de cruauté. C'est l'acte ultime de respect de soi, profond et nécessaire. Vous ne pouvez pas reconstruire une structure familiale saine et fonctionnelle sur un gouffre de mensonges, de droits et de manipulation financière, peu importe l'amour que vous y versez. Le véritable amour et la loyauté familiale authentique exigent une responsabilité mutuelle. Lorsque les gens vous montrent constamment par leurs actions qu'ils valorisent votre portefeuille, votre code de crédit et votre capacité à résoudre leurs problèmes bien plus qu'ils ne valorisent votre bien-être réel, vous devez les croire la première fois. S'éloigner d'un système familial toxique n'est pas abandonner votre famille. C'est l'acte vital de vous sauver de la noyade avec eux. Vous avez le droit de protéger votre paix, votre avenir et vos ressources. J'aimerais savoir quelle est votre principale leçon tirée de mon voyage. Avez-vous déjà dû tracer une ligne dure et inconfortable avec un membre de votre famille qui profitait de vous? Faites-moi part de vos réflexions et de vos propres histoires dans les commentaires ci-dessous. Ou si cette histoire a simplement résonné en vous, si elle vous a donné le courage dont vous aviez besoin aujourd'hui et que vous soutenez les limites que j'ai finalement fixées, laissez simplement un commentaire disant « Bien ». Cela me fait savoir que partager ma vérité compte réellement et qu'aucun de nous n'est vraiment seul dans ce combat.